Bonjour, je m'appelle Christopher Morgan. J'ai 28 ans, j'habite dans un petit appartement à Cleveland, Ohio, où chaque matin je me réveille à l'odeur du bois brûlé de la scierie voisine. Ma vie n'a rien de spécial. Pas de grande maison, pas de voiture de luxe, pas de voyage glamour que les gens aiment afficher sur les réseaux sociaux. Je suis juste un travailleur ordinaire, passant mes journées à charger et décharger des marchandises, rentrant le soir au grincement de mon ventilateur de plafond, me demandant si j'ai bien vécu ma vie. Mais si vous me demandez ce qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire de ma famille et les sacrifices que j'ai faits. Des sacrifices qui me font parfois me demander s'ils en valaient la peine. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio, le genre d'endroit où tout le monde se connaît si bien que vous ne pourriez pas cacher un rhume si vous le vouliez. Ma famille était pauvre, si pauvre que la pauvreté ressemblait à une compagne constante, toujours à nos côtés. Mon père, Bruce, était peintre, rentrant chaque jour avec des taches de peinture sur ses vêtements et des mains aussi rugueuses que l'écorce d'un arbre. Ma mère, Gloria, travaillait dans une boulangerie de la ville, portant toujours l'odeur de la farine et de la vanille, mais ne gagnant jamais assez pour acheter un gâteau décent pour la famille. Nous vivions dans une vieille maison en bois avec un toit qui fuyait pendant la pluie et un hiver si froid qu'il vous glaçait jusqu'aux os. Mais malgré les difficultés, notre maison était toujours remplie de rire. Papa racontait des blagues idiotes, maman chantait des chansons folkloriques à tue-tête, et mon frère cadet Kevin s'accrochait toujours à moi, me suppliant de jouer à des jeux de combat imaginaires. Mon enfance n'a pas été remplie de jouets coûteux ou de sorties chics, mais j'avais ma famille, et pour moi, c'était suffisant. Je me souviens des soirées passées autour de la table du dîner, partageant une assiette de purée de pommes de terre et quelques morceaux de poulet en promotion que maman avait acheté au marché. Kevin, un enfant intelligent avec des yeux pétillants, parlait de ses rêves de devenir ingénieur et de construire des gratte-ciel. Je me contentais de sourire, de lui caresser les cheveux et de dire « Continue d'étudier dur et je m'occuperai de toi ». À l'époque, je ne réalisais pas que cette promesse deviendrait un fardeau que je porterais pendant des années. Quand j'avais 17 ans, tout a changé. Papa a eu un accident du travail, tombant d'un échafaudage, se cassant la jambe, et perdant son emploi. Les factures d'hôpital sont arrivées comme une condamnation à mort, et la banque ne cessait de nous presser concernant le prêt immobilier. Maman travaillait plus longtemps, mais son maigre salaire de boulangerie ne faisait presque pas d'effet. J'ai vu papa allongé sur le canapé, les yeux vides, et maman qui devenait plus mince, ses cheveux grisonnant prématurément. Kevin, alors âgé de seulement 13 ans, était encore insouciant, concentré sur ses devoirs de mathématiques et ses grands rêves. Je savais que si je ne faisais rien, notre famille s'effondrerait. J'ai donc décidé d'arrêter l'école. Le jour où j'ai dit à maman que je ne retournerais pas à l'école, elle a pleuré. Elle m'a pris la main, disant que je ruinais mon avenir, mais j'ai juste souri et dit « Maman, je ne suis pas aussi intelligent que Kevin. Je vais arrêter l'école et travailler pour qu'il puisse continuer à étudier. On s'en sortira. » Maman m'a serré dans ses bras, sanglotant, tandis que papa se détournait, silencieux. Je savais qu'il avait honte, mais il ne l'admettrait jamais. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé 2 emplois à la fois. Le jour, j'étais ouvrier sur des chantiers de construction, ma chemise trempée de sueur, mes mains et mes pieds meurtris par le port de briques et le mélange de mortier. La nuit, je travaillais au quart de nuit dans un supermarché, remplissant les étagères, lavant les sols, et comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse rentrer à la maison et dormir quelques heures avant l'aube. Ma vie tournait autour du travail, des salaires et des factures. Chaque mois, j'envoyais presque tous mes gains à mes parents pour rembourser les dettes et acheter les fournitures scolaires de Kevin. Je ne gardais rien pour moi, sauf quelques vieux vêtements et une petite radio pour écouter de la musique pendant mes nuits de travail solitaire au supermarché. Mais je ne me plaignais pas. Je pensais que c'était ce que je devais faire. En tant qu'aîné, je devais porter le fardeau. Kevin excellait à l'école, toujours en tête de sa classe. Et chaque fois qu'il me montrait ses notes, je sentais que tout mon épuisement en valait la peine. Mes parents se sont progressivement stabilisés, bien qu'ils aient continué à vivre frugalement. Papa a trouvé un emploi de gardien de sécurité et maman est restée à la boulangerie. Je me disais que tant que ma famille allait bien, une petite souffrance de ma part n'avait pas d'importance. Puis j'ai rencontré Laura, la femme qui a changé ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Elle travaillait dans un café près du supermarché où je m'arrêtais pour boire un verre après mes quarts de nuit. Laura avait un sourire radieux, des yeux marron chauds, et une façon de parler qui me faisait oublier mon épuisement.
Nous avons commencé à sortir ensemble et pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas seulement vivre pour travailler. J'aimais Laura. Son rire, la façon dont elle me tenait la main quand nous marchions le long de la rivière. À 22 ans, j'ai demandé Laura en mariage. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, juste la famille et quelques amis. J'ai loué un petit appartement et ces premiers jours ressemblaient à un rêve. Laura me faisait sentir que j'avais de l'importance, que j'étais plus qu'un simple ouvrier pauvre. 1 an plus tard, nous avons accueilli notre fille, Diana. En regardant ses petits yeux, me fixant depuis son berceau, j'ai juré de lui donner une vie meilleure que la mienne. Mais les rêves ne durent pas éternellement. Laura a commencé à se frustrer quand j'envoyais la majeure partie de mon salaire à mes parents. Elle disait que je privilégiais ma famille plutôt que notre propre avenir, que celui de Diana. J'ai essayé d'expliquer que je ne pouvais pas abandonner mes parents, que Kevin était sur le point de commencer l'université et avait besoin d'argent. Mais chaque dispute laissait Laura me regarder avec déception. « Pour qui vis-tu, Chris ? Pour tes parents ou pour nous ?» demandait-elle. Je ne pouvais pas répondre car au fond, je pensais que je devais vivre pour tout le monde. La tension a grandi. Laura voulait que nous économisions pour une maison, pour que Diana aille dans une bonne école, mais je n'avais pas d'argent car presque tout ce que je gagnais allait à mes parents ou au remboursement des dettes. Les disputes sont devenues habituelles et chacune donnait l'impression de me déchirer en deux. Je voulais rendre Laura heureuse, mais je ne pouvais pas tourner le dos à ma famille. Finalement, après 4 ans ensemble, Laura est partie. Elle a emmené Diana, qui n'avait que 3 ans, et a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui ne se sacrifiait que pour les autres et négligeait sa propre famille. Je suis resté figé dans notre appartement, la regardant faire ses valises, entendant Diana pleurer son père. Quand la porte s'est fermée, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Je ne blâmais pas Laura. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je tort de penser que je pouvais tout équilibrer. Après le divorce, j'ai déménagé dans un appartement encore plus petit à Cleveland et j'ai commencé à travailler dans une scierie. Le travail est harassant, mais ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude de transpirer pour chaque dollar. J'envoie toujours de l'argent à mes parents, bien que moins qu'avant, car je dois en mettre de côté pour que Laura s'occupe de Diana. Ma vie est maintenant un cycle répétitif. Travailler, rentrer, dormir, répéter. Je n'ai pas d'amis proches, pas de loisirs, pas de boissons animées avec mes collègues après un quart de travail. Tout ce que je possède est un vieux pick-up et quelques meubles usés. Mais la pire douleur n'est pas la solitude. C'est de manquer à Diana. Je sais qu'elle et Laura vivent à Erie, en Pennsylvanie, chez les parents de Laura. Parfois, je conduis là-bas juste pour me tenir à distance et regarder Diana jouer à son école maternelle. Je n'ose pas m'approcher, ne voulant pas perturber la nouvelle vie de Laura. Une fois, j'ai laissé une petite poupée accrochée au rétroviseur de la voiture de Laura avec un mot écrit à la main pour Diana de la part de papa. Je ne sais pas si elle l'a reçu, mais j'espère que cela lui a fait sourire. Je n'ai jamais parlé à personne de ces moments où je regardais ma fille de loin ou des nuits où je m'asseois seul, me demandant si mes sacrifices en valaient la peine. J'ai arrêté l'école, je me suis épuisé au travail, j'ai perdu ma femme et ma fille. De plus, ma famille pourrait avoir une vie meilleure. Mais parfois je me demande, pourquoi suis-je le seul à payer le prix? Pourquoi ne puis-je pas avoir un peu de bonheur pour moi-même? Je ne me plains pas, jamais. Je travaille juste tranquillement, vis tranquillement, et endure tranquillement. Mais au fond de moi, je ressens une douleur sans nom, une question qui se répète. Est-ce que je vis bien ma vie? Est-ce que tous mes sacrifices en valaient la peine? Puis une réponse m'est venue un jour d'où quand j'ai reçu un appel de l'oncle Paul, le frère cadet de mon père. Il a dit que la famille prévoyait une réunion chez lui, dans sa nouvelle maison dans la banlieue de Columbus. La nouvelle maison est immense, a-t-il dit avec enthousiasme au téléphone, sa voix débordant de fierté. David y a envoyé de l'argent pour l'acheter. Toute la famille sera là. Ça va être amusant. Tu dois y être. Ça fait un moment. David, le fils de l'oncle Paul, et mon cousin, travaille en Californie, gagne beaucoup d'argent et en renvoie régulièrement à ses parents. J'ai souri au téléphone, disant que j'essaierais d'y aller, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un poids lourd. Les réunions de famille me rendaient toujours mal à l'aise. Je ne savais pas quoi dire ou faire quand tout le monde autour de moi semblait avoir plus réussi que moi. Je ne voulais pas y aller, honnêtement.
Mais ensuite maman a appelé juste après, sa voix douce mais ferme. Chris, tu dois venir. Toute la famille t'attend. Ne me fais pas demander 2 fois. J'ai soupiré et j'ai accepté. Je n'ai jamais été bon pour dire non à maman, bien que parfois je me demande si elle comprend vraiment ce que j'ai fait pour la famille. Le jour de la réunion est arrivé avec un temps ensoleillé magnifique et une brise fraîche rare à Cleveland. J'ai conduit mon vieux pick-up hérité de papa à la nouvelle maison de l'oncle Paul. Une spacieuse maison à 2 étages avec une large cour avant bien entretenue. L'herbe était soigneusement tondue, la clôture en piquet blanc scintillante. Je me suis garé, j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu tout le monde déjà rassemblé. Des tantes, des oncles, des cousins, même des voisins proches. Des rires emplissaient l'air, et l'odeur de la viande grillée s'échappait de l'arrière-cour. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de secouer ce sentiment d'être déplacé, et je suis entré. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus animée que je ne l'avais prévu. Tante Marie, la cousine de papa, partageait des histoires sur son récent voyage en Europe. L'oncle Paul se vantait de sa nouvelle maison, mentionnant constamment David, le héros de la famille. Ce gamin est super occupé, mais il gagne beaucoup d'argent, a-t-il dit, tenant une bière, les yeux brillants. Grâce à lui, j'ai eu cette maison. Tout le monde hochait la tête, murmurant d'admiration, tandis que je me contentais de sourire, assis tranquillement dans un coin de la table du dîner, tenant une assiette d'ailes de poulet grillées. Kevin, mon frère cadet, était là aussi. Il a 24 ans maintenant, diplômé d'université travaillant dans un bureau dans une compagnie d'assurance au centre-ville de Columbus. En le voyant dans une chemise habillée impeccable, les cheveux soigneusement coiffés, je ne pouvais m'empêcher de me sentir fier. Kevin était la preuve que mes années de travail acharné, d'abandon scolaire pour lui donner une chance, avaient porté leurs fruits. Il serrait la main de tout le monde, affichait un sourire éclatant, et parlait de son nouveau travail et de ses projets d'acheter une voiture. Les gens se pressaient autour de lui, le couvrant de louanges. Kevin est l'avenir de la famille Morgan, a dit tante Marie, puis s'est tournée vers moi, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Et toi, Chris? Toujours à travailler à la scierie? Quand vas-tu ouvrir ton propre atelier? J'ai donné un sourire gêné, hoché la tête, et essayé d'avaler la piqûre dans ma poitrine. Je ne blâmais pas tante Marie. Pour tout le monde, j'étais juste Chris, le travailleur sans éclat. Pas de diplôme, pas de belle maison, pas d'histoire de succès à partager. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils comprennent. Je voulais juste m'asseoir là, manger un repas de famille, et retourner à ma vie. Mais la réunion ne m'a pas laissé partir si facilement. Au fur et à mesure que le repas touchait à sa fin et que l'alcool faisait effet, l'humeur a changé. Papa, éméché et assis en face de moi, a soudainement pris la parole plus fort que nécessaire. Et Chris, comment te sens-tu d'être le seul de la famille à n'avoir rien accompli? Pas de travail décent, pas d'avenir. Il a ri comme s'il s'agissait d'une blague inoffensive, et quelques personnes à table ont gloussé comme si tout cela était pour le plaisir. Mon visage a brûlé, mais j'ai essayé de rester calme. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, me mordant la lèvre, me disant qu'il était juste ivre, qu'il ne le pensait pas. Mais il n'a pas arrêté. Regarde Kevin, a-t-il poursuivi, en pointant mon frère. Diplômé d'université, emploi stable, avenir brillant, et toi, 28 ans, toujours à transporter du bois, vivant dans un appartement minable. Tu vas vivre comme ça pour toujours? Les rires autour de la table se sont estompés. Quelques regards curieux ont fusé vers moi, mais personne n'a rien dit. Kevin a baissé la tête, semblant mal à l'aise, mais il n'a rien dit non plus. J'ai serré ma fourchette, essayant de garder ma voix stable. J'essaie, papa. Mais il a fait comme s'il ne m'entendait pas et a continué. Essayez? Essayez quoi? Regarde David. Regarde Kevin. Tout le monde dans cette famille avance sauf toi. Tu es juste immobile. Tu embarrasses ta mère et moi. Ces mots étaient comme un couteau. Ma poitrine s'est alourdie, comme si quelqu'un appuyait dessus. Je voulais me lever, crier que j'avais tout sacrifié pour cette famille, que j'avais arrêté l'école, travaillé 2 emplois, remboursé leurs dettes, et financé les études de Kevin. Mais je ne pouvais pas le dire. Je suis resté là, le visage figé, avalant la colère et la douleur qui montaient dans ma gorge. Maman, assise à côté de papa, ne m'a pas défendu. Au lieu de cela,
elle a ajouté, sa voix douce mais tranchante. Chris, nous savons que tu essaies, mais tu ne peux pas continuer à vivre comme ça pour toujours. David a acheté cette maison pour Paul. J'aimerais juste que tu puisses être la moitié aussi prospère que lui, et je serai satisfaite. Je l'ai regardé, espérant y trouver de la chaleur, une reconnaissance de ce que j'avais fait. Mais ses yeux ne contenaient que de la déception, comme si j'étais une tache sur la famille. J'ai senti ma poitrine se serrer, ma respiration devenir lourde, mes mains se serrer sous la table jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je voulais me lever, partir, crier qu'il n'avait pas le droit de me parler comme ça. Mais je suis resté là, silencieux comme je l'avais fait pendant des années. Les rires et les bavardages autour de la table ont repris, comme si les mots qui venaient d'être prononcés n'étaient rien de plus qu'une blague inoffensive. Tante Marie a continué à parler de son voyage en Italie. L'oncle Paul s'est vanté davantage de David, et Kevin, mon frère, a gardé la tête basse, picorant doucement sa nourriture comme s'il ne voulait pas participer à ce désordre. J'ai regardé autour de moi, voyant tout le monde plongé dans son propre monde, un monde auquel je ne semblais pas appartenir. J'étais invisible, celui qui avait sacrifié toute sa vie pour qu'ils puissent être assis là à rire sans que l'un d'eux ne le remarque. Puis papa, toujours éméché, a parlé à nouveau. Il m'a pointé du doigt, sa voix assez forte pour faire taire la pièce. Chris, écoute-moi. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un raté pour toujours. Pas de maison, pas de voiture, même pas un travail décent. Tu es vraiment la honte de la famille Morgan. Il a souligné le dernier mot comme s'il voulait que le monde entier sache que j'étais une déception. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai senti un feu s'allumer, brûlant toute la patience que j'avais gardée pendant des années. Je me suis levé brusquement, la chaise en bois crissant bruyamment. Tous les regards se sont tournés vers moi, mais je m'en fichais maintenant. J'étais resté silencieux trop longtemps, avalé trop de douleur. Il était temps de parler. Papa, maman, tout le monde, ai-je commencé, ma voix tremblant, non pas de peur, mais de la colère et de la douleur montant comme une vague déferlante. Vous pensez que je suis un raté? Vous pensez que je n'ai rien fait? Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. J'ai arrêté l'école à 17 ans. Pas parce que je ne voulais pas étudier, mais parce que je devais travailler pour que vous ne perdiez pas la maison, pour que Kevin puisse continuer à aller à l'école. J'ai travaillé 2 emplois à la fois. Construction le jour, remplissage d'étagères au supermarché la nuit. Pour rembourser vos dettes, pour couvrir les frais de scolarité de Kevin, pour aider papa avec les factures médicales quand il est tombé de cet échafaudage. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Tante Marie a arrêté de mâcher. L'oncle Paul a posé sa bière et Kevin a levé les yeux écarquillés. J'ai regardé papa, qui était assis là, le visage rougi par l'alcool, mais ses yeux commençaient à vaciller. C'est tout ça que j'ai fait, ai-je poursuivi, ma voix plus stable maintenant. Et je n'ai rien gardé pour moi. Pas de maison, pas de voiture, même pas un jour de congé. J'ai travaillé jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mes mains et mes pieds saignent, juste pour que cette famille ait une vie meilleure. Et maintenant vous m'appelez un raté. Dites que je suis une honte. Je me suis tourné vers maman, qui regardait par terre, ses mains agrippant le bord de la table. Maman, tu sais que j'ai sacrifié ma propre famille. Laura m'a quitté, a emmené Diana, ma fille, parce que j'ai donné tout mon argent, mon temps et mon énergie pour prendre soin de toi et de papa, pour soutenir Kevin. J'ai perdu ma femme, ma fille, parce que je pensais que je devais faire passer cette famille avant tout. Et maintenant tu dis que tu souhaites que je sois la moitié aussi prospère que David. Tu sais que David n'a pas eu à arrêter l'école, n'a pas eu à travailler 2 emplois, n'a pas eu à sacrifier toute sa vie comme moi. Ma voix a résonné, pas fort, mais chaque mot frappait comme un marteau dans le silence. J'ai senti des larmes chaudes me piquer les yeux, mais je ne les ai pas essuyées. Je voulais qu'il voie, qu'il sache à quel point j'avais souffert. Je ne me suis jamais plaint, ai-je dit, ma voix. Je n'ai jamais rien demandé. Je voulais juste que cette famille aille bien. Mais maintenant je comprends. Peut-être que tout ce que j'ai fait ne signifie rien pour vous. Tante Marie m'a regardé, la bouche légèrement ouverte comme si elle n'arrivait pas à croire ce que j'avais dit. L'oncle Paul a secoué la tête, marmonnant quelque chose à sa femme. Kevin m'a regardé, les yeux rouges, mais il n'a rien dit. Maman a levé la tête,
les yeux brillants comme si elle voulait dire quelque chose, mais ensuite elle a détourné le regard, m'évitant. « Chris, ne parle pas comme ça », a-t-elle finalement dit, sa voix faible. « Tu es l'aîné. C'est ta responsabilité. Tout le monde doit se sacrifier pour la famille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. La responsabilité ? J'ai vécu toute ma vie pour cette responsabilité. Et maintenant elle parle comme si ce n'était rien de spécial, comme si je n'avais fait que ce qui était attendu. J'ai laissé échapper un rire amer, dénué de toute joie. La responsabilité ? Ai-je répété. Alors quelle est ta responsabilité envers moi ? Rester assise ici devant tout le monde et m'appeler un raté ? Ne jamais demander ce que j'ai traversé ? Papa, comme si sa fierté avait été blessée, a tapé sur la table et s'est levé. Tu oses parler à tes parents comme ça, a-t-il rugi, sa voix tonnant comme le tonnerre. Espèce de gamin ingrat et irrespectueux. Je t'ai élevé, nourri, envoyé à l'école, et maintenant tu te tiens là à nous critiquer. Dégage d'ici maintenant. Je suis resté là, regardant l'homme que j'avais autrefois respecté, l'homme pour qui j'avais tout sacrifié pour l'aider à traverser les moments difficiles. Je voulais en dire plus, hurler toutes les frustrations enfermées à l'intérieur, mais je savais que c'était inutile. Il ne comprenait pas, et peut-être ne comprendrait-il jamais. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce, sans regarder en arrière. La voix de papa résonnait encore derrière moi, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Tout ce que je pouvais entendre était mon cœur battant et une petite voix dans ma tête. Assez, Chris. Assez. Je suis sorti dans le jardin, respirant l'air frais du soir. Des pas ont suivi, et quand je me suis retourné, j'ai vu Kevin me courir après. Chris, a-t-il appelé, la voix étranglée. Ne pars pas. C'est juste un malentendu. Papa et maman, Il s'est arrêté comme s'il ne trouvait pas les mots. J'ai regardé Kevin, le frère pour lequel j'avais sacrifié ma jeunesse afin qu'il ait la vie qu'il a aujourd'hui. Je voulais être en colère, lui reprocher de rester silencieux quand nos parents m'insultaient. Mais en regardant dans ses yeux rouges et larmoyants, je n'ai vu que le petit garçon qui s'accrochait à moi, le suppliant de jouer à des jeux de combat imaginaires. Ça va, Kevin, ai-je dit, ma voix plus calme que je ne l'avais prévu. J'ai juste besoin de temps. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et je suis parti. La maison de l'oncle Paul s'est estompée dans le rétroviseur, emportant avec elle les rires, les moqueries, et les sacrifices qui, je pensais, m'auraient valu le respect. Je ne savais pas où aller ni quoi faire, seulement que je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. J'ai conduit sans but, fixant la route devant moi, tandis que mon esprit rejouait les accusations et les taquineries de mes parents. Un vide glacial s'est installé dans ma poitrine, apportant avec lui un sentiment d'impuissance étouffant. J'avais dit la vérité, déversé tout ce que j'avais gardé à l'intérieur pendant des années, mais cela n'avait rien changé. Mes parents pensaient toujours que j'étais ingrat. Mes proches me voyaient toujours comme un raté. Et j'étais toujours juste Chris, le travailleur, vivant dans un appartement délabré avec rien d'autre qu'un cœur plein de cicatrices. Quand je suis rentré dans mon appartement, je me suis effondré sur une chaise, j'ai fermé les yeux, et j'ai essayé de chasser l'image de la réunion, mais elle s'accrochait à moi. Je me demandais, est-ce la fin ? Puis-je continuer à vivre comme ça, à me sacrifier sans reconnaissance, ou est-il temps que je commence à vivre pour moi-même ? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête incessante. J'ai ouvert les yeux, fixant la petite pièce vide, le vieux lit grinçant, la table en bois cabossée, et la radio crépitant toujours d'une chanson à laquelle je ne prenais pas la peine de prêter attention. C'était mon monde, construit à partir des restes d'argent après avoir envoyé la majeure partie à mes parents et à Diana. Mais maintenant, cela ressemblait à une prison, me piégeant dans la douleur que je n'avais pas osé affronter. Les mots que j'avais prononcés lors de la réunion résonnaient dans mon esprit. Pour la première fois de ma vie, je m'étais levé et j'avais dit la vérité sur mes sacrifices. J'avais espéré, même un peu, que mes parents reconsidéreraient, qu'ils réaliseraient ce que j'avais fait pour la famille. J'imaginais maman appeler, la voix étranglée d'excuses, ou papa, têtu comme il est, dire quelque chose pour arranger les choses. Mais mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de message, juste le ventilateur de plafond grinçant et le bourdonnement lointain du trafic à l'extérieur. Les nuits qui ont suivi, je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongé sur mon lit, fixant le plafond taché, me demandant où j'avais mal tourné.
J'ai arrêté l'école, travaillé 2 emplois, remboursé les dettes de mes parents, financé les études de Kevin. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Des moqueries, des regards déçus, et le sentiment que je n'étais rien pour eux. J'ai commencé à penser à l'argent que j'envoyais toujours à mes parents chaque mois, même si mes revenus étaient si maigres que je devais compter chaque centime pour survivre. Pourquoi continuais-je à le faire? Pourquoi continuais-je à m'enchaîner à une responsabilité dont il ne semblait même pas tenir compte? Après de nombreuses nuits sans sommeil, j'ai pris une décision que je n'avais jamais osé envisager auparavant. J'allais arrêter. Je n'enverrais plus d'argent à mes parents. Pas parce que je les détestais, mais parce que j'avais besoin de vivre pour moi-même, ne serait-ce qu'une fois. J'avais besoin de me libérer de ce cycle de sacrifices dénué de sens. J'ai écrit un court message à maman. Maman, je suis désolé, mais je ne peux plus envoyer d'argent. J'ai besoin de vivre pour moi et pour Diana. J'ai appuyé sur envoyer, mon cœur battant, sentant comme si je venais de couper un cordon qui me liait depuis des années. Je pensais qu'ils comprendraient, ou du moins qu'ils appelleraient pour discuter. Mais non. 2 jours plus tard, alors que je travaillais à la scierie, j'ai entendu une agitation à la porte. Un collègue, Joe, est accouru vers moi, l'air paniqué. « Chris, tes parents sont dehors. Ils disent quelque chose à tout le monde. Ça a l'air intense. Tu ferais mieux d'aller voir. » Mon cœur s'est arrêté. Mes parents ici. J'ai laissé tomber ce que je faisais et j'ai couru jusqu'à la porte, incertain de devoir espérer ou craindre. Quand je suis arrivé, j'ai vu maman et papa debout à l'entrée de la scierie, entourés d'une foule de collègues curieux. Papa, dans sa chemise usée, criait, sa voix épaisse de colère. Ce Chris, il a abandonné sa famille. Nous l'avons élevé, nourri, envoyé à l'école, et maintenant il ose nous tourner le dos, coupant notre soutien. Quel malheureux ingrat. Maman se tenait à côté de lui, serrant son bras, sa voix stridente de ressentiment. C'est un mauvais fils, ne pensant qu'à lui, pas à ses parents. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour payer les factures médicales, et il s'en fiche. Je suis resté figé, sentant le sol s'effondrer sous moi. Leurs mots n'étaient pas seulement des insultes. C'était une déformation de la vérité. Ils n'ont pas mentionné les années où je me suis épuisé au travail, les dettes que j'ai remboursées pour eux, le fait que j'ai sacrifié ma propre famille. Ils m'ont dépeint comme un fils égoïste et déloyal. Mes collègues, des gens avec qui je travaillais depuis des années maintenant, me regardaient avec des yeux curieux, chuchotant entre eux. Joe m'a tapoté l'épaule, murmurant, « Qu'est-ce qui se passe, Chris ?» Ce qu'ils disent est vrai. Je n'ai pas répondu à Joe. Une vague d'humiliation m'a submergé, non pas à cause de ce que mes parents disaient, mais parce que je les avais laissés me mettre dans cette position devant les gens que je voyais tous les jours. J'ai fait un pas en avant, ma voix. « Maman, papa, comment avez-vous pu faire ça? Pourquoi me traitez-vous si cruellement après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Maman m'a regardé, ses yeux n'étaient plus remplis de la déception de la réunion, mais de colère. « Tu crois que quelques dollars règlent ta responsabilité? Tu es l'aîné. Tu es censé t'occuper de nous. Maintenant, je suis malade. Ton père travaille à en mourir, et tu oses nous abandonner? Tu es ingrat. » Papa a coupé, me pointant. « Pour qui te prends-tu? En nous coupant. Tu veux que cette famille meure de faim. J'ai honte d'avoir un fils comme toi. » Leurs mots étaient comme des couteaux s'enfonçant profondément dans mon cœur. Je voulais crier pour leur dire que j'avais sacrifié ma jeunesse, ma propre famille pour les soutenir. Mais je ne pouvais pas parler. Je suis resté là, entouré de regards curieux et de murmures, me sentant comme un étranger dans ma propre vie. Je me suis tourné vers Joe, toujours à mes côtés, et j'ai dit doucement, « Dis à Tom que je démissionne. » Joe m'a regardé, choqué, « Chris, tu es sûr? Tu n'as pas à faire ça. » Mais j'ai juste secoué la tête. Je ne pouvais pas rester là où l'histoire de mes parents se répandrait comme une tache. Je suis retourné dans mon appartement, j'ai emballé les quelques affaires que je possédais, quelques vêtements, la vieille radio, et une photo de Diana que Laura m'avait envoyée. J'ai regardé la photo, ses grands yeux ronds me regardant, et j'ai senti une lueur de force revenir. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je ne pouvais pas laisser ma famille me tirer encore plus vers le bas. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où je pourrais me retrouver.
La petite chambre à Cleveland avec l'odeur du bois brûlé de la scierie et le ventilateur de plafond grinçant n'était plus là où j'appartenais. J'avais trop longtemps vécu pour les autres, et maintenant j'avais besoin de vivre pour moi-même, ne serait-ce que pour savoir que j'en étais encore capable. J'ai chargé mon vieux pick-up avec quelques sacs de mes affaires et j'ai conduit vers l'est en direction d'Erie, en Pennsylvanie. Je n'avais pas de plan précis, seulement la connaissance que Laura et Diana vivaient là-bas avec les parents de Laura, Wayne et Amanda. Je ne voulais pas les déranger ou perturber leur vie paisible. Mais juste être près de Diana, même si cela signifiait la regarder jouer de loin, suffisait à faire battre mon cœur. J'ai conduit sur des routes sinueuses, passant des champs de maïs doré scintillant sous le soleil doux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un soupçon de liberté. Pas une liberté complète. Les cicatrices de la réunion et les mots de mes parents persistaient, mais une petite étincelle suffisait à me faire croire que je pouvais recommencer. Quand je suis arrivé à Erie, j'ai trouvé une petite chambre près du front de mer dans un quartier populaire avec de basses maisons en bois et des érables d'un rouge vif. La chambre n'avait rien de spécial. Un lit simple, une petite table, et une fenêtre donnant sur le lac. Mais le son régulier et doux des vagues s'écrasant chaque nuit m'apportait plus de paix que les nuits sans sommeil à Cleveland. Debout près de la fenêtre, respirant l'air salin, je me suis dit, c'est ma chance, un nouveau départ. J'ai commencé à chercher du travail. Après quelques jours à demander autour de moi, j'ai décroché un emploi de technicien de maintenance dans une entreprise de services portuaires aériens. Le travail n'était pas facile, réparer des machines, inspecter du matériel, et parfois charger des marchandises quand il manquait de personnel, mais c'était stable. Le salaire était suffisant pour que je vive confortablement sans compter chaque centime comme avant. J'ai arrêté d'envoyer de l'argent à mes parents, et bien que la décision me ronge, elle m'a aussi apporté un sentiment de libération. Pour la première fois de ma vie, j'ai gardé mon argent pour moi. Pour acheter une nouvelle paire de chaussures quand mes vieilles seraient usées, pour manger un dîner décent au lieu de nouilles instantanées, pour vivre comme un humain, pas comme une machine. Dans mes premiers jours à Erie, je suis resté discret. Je n'étais pas habitué à parler aux inconnus ou à m'ouvrir, mais le travail au port m'a obligé à interagir. J'ai travaillé aux côtés d'hommes et de femmes courageux qui ne craignaient pas la sueur et qui étaient toujours prêts à faire une blague pour alléger l'atmosphère. L'un d'eux, un type nommé Miguel, est devenu mon premier ami là-bas. Quelques années de plus que moi, avec des cheveux noirs bouclés et un sourire contagieux. Miguel m'invitait à boire une bière après l'écart. Au début, j'ai refusé, mais finalement, j'ai cédé. Nous nous assoyions dans un petit bar près du port, écoutant les vagues et parlant de tout, du football à la vie quotidienne. Pour la première fois, je me sentais moins seul. J'ai commencé à construire une nouvelle vie petit à petit. J'ai rejoint une équipe de football locale amateur qui jouait le week-end. Je n'étais pas excellent, mais courir sur l'herbe, entendre les cris et les rires de mes coéquipiers, me rappelait les jours d'enfance où Kevin et moi jouions à faire semblant de nous battre dans notre jardin. J'ai acheté des livres d'occasion dans une librairie près du port, principalement des romans d'aventure, et je les lisais les nuits sans sommeil. J'ai découvert que j'aimais lire, me perdre dans des histoires de personnes qui osaient sortir de leur zone de confort. Cela me faisait penser que peut-être je pourrais faire ça aussi. Ma santé mentale s'est lentement améliorée. Sans la pression d'envoyer de l'argent à la maison, sans les appels de reproches de maman, sans les nuits à me torturer en me demandant si je vivais bien, j'ai commencé à trouver de la joie dans les petites choses. Un matin ensoleillé, une tasse de café chaud, ou le rire de Miguel alors qu'il racontait des histoires sur son fils. Mais au fond, Diana me manquait toujours. Je savais qu'elle était à Erie, à quelques kilomètres seulement, mais je n'osais pas m'approcher. J'avais peur de déranger Laura, de perturber leur vie. Parfois, je passais devant l'école maternelle de Diana, la regardant de loin jouer, ses cheveux attachés en queue de cheval, son sourire aussi brillant que le soleil. Chaque fois, je ressentais à la fois de la joie et du chagrin. Puis un jour, j'ai reçu un SMS de Laura. C'était bref. Chris, je sais que tu es à Erie. Si tu veux voir Diana, fais-le-moi savoir. Mon cœur s'est emballé en le lisant. Je ne savais pas comment elle avait découvert. Peut-être par une connaissance commune ou peut-être qu'elle m'avait vu près de l'école maternelle. Je me suis assis pendant des heures à réfléchir. Je voulais voir Diana, la serrer dans mes bras, lui dire que je l'aimais. Mais j'avais peur. Peur de ne pas être digne. Peur de blesser à nouveau Laura. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et j'ai appelé Laura.
La conversation a été courte, mais moins tendue que ce que j'avais prévu. Elle a dit que Diana demandait souvent après son père, qu'elle me manquait, même si elle était trop jeune pour tout comprendre. Laura a suggéré que je vienne chez ses parents ce week-end-là pour voir Diana dans un cadre amical. J'ai accepté, bien que j'étais toujours nerveux. Le jour est arrivé et je me suis tenu devant la maison en bois confortable de Wayne et Amanda, son jardin débordant de fleurs. Je portais ma chemise la plus propre, tenant une poupée que j'avais achetée pour Diana. Quand Laura a ouvert la porte, elle ressemblait beaucoup à la même, avec ses yeux marron chaud, bien que maintenant avec de légères rides au coin. « Entre, Chris », a-t-elle dit doucement. Je suis entré et j'ai vu Diana, maintenant âgée de 5 ans, jouer avec un jeu de puzzle. Elle a levé les yeux, m'a vu, et a éclaté d'un sourire radieux. « Papa », a-t-elle crié, courant pour me serrer dans ses bras. Je me suis agenouillé, la serrant fort, sentant comme si le monde s'était arrêté. L'odeur de ses cheveux, sa voix joyeuse, la façon dont elle s'accrochait à moi, cela me donnait envie de pleurer. J'ai passé l'après-midi à jouer avec Diana, à écouter ses récits de l'école, du chien de ses grands-parents, et des dessins qu'elle faisait. Laura s'est assise à proximité, ne disant pas grand-chose, mais j'ai senti qu'elle ne gardait plus la colère qu'elle avait autrefois. Wayne et Amanda m'ont traité gentiment, m'invitant à rester pour le dîner. C'était le premier repas de famille que j'avais eu depuis des années. Et bien que ce ne soit pas la famille dont j'avais autrefois rêvé, c'était suffisant pour réchauffer mon cœur. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à voir Diana plus régulièrement. Laura a accepté que je lui rende visite le week-end, et lentement, nous avons commencé à parler davantage, non pas pour raviver notre relation, mais pour construire une relation saine dans l'intérêt de Diana. Laura m'a dit qu'elle s'était installée dans sa vie, travaillant dans une compagnie d'assurance et étudiant pour une certification. J'ai partagé mon travail au port, mes parties de soccer, et comment j'essayais de vivre pour moi-même. Elle a souri et a dit, « Tu as l'air différent, Chris. Plus léger. » Et elle avait raison. Je me sentais plus léger. Pas parce que j'avais oublié ce qui s'était passé avec ma famille, mais parce que j'apprenais à lâcher prise. Je pensais toujours à mes parents, à Kevin, mais je ne les laissais plus définir qui j'étais. J'ai trouvé la joie dans ma nouvelle vie, faisant du jogging le long du front de mer, lisant des livres, riant avec Miguel, et surtout, les moments avec Diana. Je n'étais plus le Chris qui endurait silencieusement. J'étais Chris, un père, un ami, un homme essayant de se redécouvrir. Mais je savais au fond de moi que je n'avais pas complètement lâché prise. Les cicatrices de la réunion, des paroles de mes parents, persistaient. Je me demandais si je pourrais jamais vraiment oublier ou si je porterais cette douleur pour toujours. Mais chaque fois que je voyais le sourire de Diana, chaque fois que j'entendais les vagues s'écraser contre le rivage, je me sentais plus proche d'une meilleure version de moi-même. Et cela, pour moi, suffisait. La vie aérienne n'était pas parfaite, mais elle était mienne. Une vie que j'avais choisie non pas par devoir ou par pression, mais parce que je voulais me redécouvrir. J'avais mon travail au port, de nouveaux amis comme Miguel, et des après-midi le week-end avec Diana. Ces choses me faisaient me sentir vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis des années. Puis Noël est arrivé. J'ai été invité à la maison de Wayne et Amanda pour le dîner avec Laura et Diana. C'était une soirée froide, mais chaude avec des lumières scintillantes et l'odeur de pain du sapin de Noël dans le salon. Diana, maintenant âgée de 5 ans, courait dans la maison avec un chapeau de Père Noël trop grand glissant sur sa tête, riant alors que je faisais semblant de la laisser m'attraper dans un jeu de poursuite. Laura était assise sur le canapé, nous regardant avec un sourire doux et significatif. Amanda s'affairait dans la cuisine à préparer une dinde rôtie tandis que Wayne racontait des histoires de ses jours en tant que marin, sa voix profonde et chaleureuse se mêlant à la douce musique de Noël. Pendant le dîner, alors que nous levions nos verres pour trinquer, mes pensées dérivaient vers mes parents. Malgré mes efforts pour enfouir leurs souvenirs, ils refaisaient surface. Je me suis souvenu des Noëls de mon enfance. Maman qui préparait des biscuits en pain d'épices. Papa, épuisé par le travail, parvenant toujours à faire un petit sapin de Noël avec des branches sèches. Ces souvenirs, bien que doux, étaient entachés par la douleur de leurs mots lors de la réunion. Le ronde public à la Syrie. Je me demandais ce qu'ils faisaient, s'ils pensaient jamais à moi, ou si j'étais vraiment devenu le fils ingrat à leurs yeux. J'ai essayé de repousser ces pensées, me concentrant sur Diana, sur son excitation alors qu'elle ouvrait ses cadeaux, un jeu de puzzle de ma part et une poupée de Laura.
Mais à la fin du dîner et quand Diana s'est endormie sur le canapé, Laura m'a regardé comme si elle lisait dans mes pensées. « Tu penses à eux, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, ne voulant pas mentir. « Je ne sais pas, Laura. » J'ai essayé de lâcher prise, mais ce sont toujours mes parents. Laura a hoché la tête, ses yeux pleins de compréhension. « Je sais, mais tu ne peux pas les laisser te retenir. Tu as fait assez, Chris. Plus qu'assez. » J'ai souri, reconnaissant de sa compréhension, mais mon cœur était un enchevêtrement d'émotions. Amour, colère, et un espoir naïf que les choses pourraient être différentes. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de conduire jusqu'à Columbus pour rendre visite à l'oncle Paul et prendre des nouvelles de mes parents. Je ne voulais pas les contacter directement ou les affronter, mais j'avais besoin de savoir comment ils allaient. Je me suis dit que ce serait une courte visite juste pour me rassurer. Ensuite, je retournerai à Erie dans ma nouvelle vie. Quand je suis arrivé, l'oncle Paul était dans l'arrière-cour en train de réparer la clôture. Il a levé les yeux surpris et a souri. « Chris, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, gamin. » Il m'a tapé sur l'épaule, m'a tiré à l'intérieur, m'a servi une tasse de café, et a commencé à rattraper le temps perdu. Mais quand j'ai posé des questions sur mes parents, son ton est devenu sérieux. « Ils n'aillent pas très bien, Chris, » a-t-il dit, les yeux remplis d'inquiétude. « Ta mère est malade, elle a de la tension et des problèmes cardiaques. Le médecin lui a prescrit des médicaments, mais ils sont chers, et l'argent, eh bien, tu sais. » Il a fait une pause, a siroté son café, et a continué. « Ton père a pris du travail supplémentaire en conduisant un camion de livraison la nuit, même s'il n'est plus aussi fort qu'avant. Il me demande des prêts, mais je ne peux aider qu'à un certain point. » Je me suis assis en silence, sentant comme si quelqu'un me serrait le cœur. Maman malade. Papa travaillant la nuit. J'imaginais papa avec ses cheveux gris et ses mains tremblantes conduisant dans la nuit froide. J'imaginais maman qui chantait des chansons folkloriques à tue-tête dépendant maintenant de pilules coûteuses. Je ressentais à la fois de la pitié et de la colère. De la pitié parce qu'ils étaient mes parents. De la colère à cause de leurs insultes, de leur humiliation publique, de leur refus de jamais s'excuser. L'oncle Paul a continué, sa voix plus douce. Kevin est occupé. Il a une nouvelle petite amie, vit toujours au centre-ville de Columbus. Il ne leur rend pas souvent visite. Il envoie de l'argent parfois, mais pas régulièrement. Tes parents s'en plaignent beaucoup. J'ai écouté, un goût amer dans la bouche. Kevin, le frère pour lequel j'avais sacrifié ma jeunesse pour le mettre à l'université, était maintenant trop occupé pour s'occuper de nos parents. Je ne le blâmais pas. Il avait sa propre vie, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'injustice. J'avais tout fait pour maintenir cette famille à flot, et maintenant ils avaient de nouveaux besoins de moi, mais n'avaient toujours pas reconnu ce que j'avais fait. L'oncle Paul m'a regardé, ses yeux suggérant quelque chose d'indicible. « Chris, la famille a toujours besoin de toi, » a-t-il dit prudemment. « Mais je sais qu'ils ne t'ont pas traité équitablement. Je ne les défends pas, mais je pense que peut-être ils ne savent pas comment dire pardon. » J'ai hoché la tête, ne disant rien. Ces mots étaient comme une aiguille piquant les cicatrices non guéries de mon cœur. Je voulais croire que mes parents avaient encore besoin de moi, qu'ils m'aimaient d'une certaine manière. Mais je ne pouvais pas oublier ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas effacer comment ils m'avaient fait me sentir comme un raté. J'ai quitté la maison de l'oncle Paul et je suis rentré à Erie en silence. Mon esprit était en désordre. Je ressentais de la compassion pour maman, inquiet pour sa santé. Je m'inquiétais pour papa, vieux et travaillant toujours des heures éprouvantes. Mais j'étais aussi en colère. En colère parce qu'ils n'ont jamais reconnu mes sacrifices. En colère parce qu'ils m'avaient humilié à la Syrie. En colère parce qu'ils me considéraient toujours comme un fil ingrat. Je me demandais si je devais y retourner, si je devais les aider à nouveau, ou si je devais continuer à vivre ma nouvelle vie où j'avais enfin trouvé un peu de paix. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de penser à mes parents. Je me suis souvenu des années difficiles où je travaillais jusqu'à l'épuisement pour payer leurs dettes, pour financer les études de Kevin. Je me suis souvenu des larmes de maman quand je lui ai dit que j'arrêtais l'école. Le regard honteux de papa quand il détournait le regard. Ces souvenirs faisaient mal, mais ils me rappelaient aussi que j'avais fait assez. J'avais donné tout ce que j'avais, et je ne pouvais pas continuer à me sacrifier éternellement.
J'ai appelé Laura et je lui ai parlé de ma visite à l'oncle Paul. Elle a écouté sans m'interrompre et quand j'ai eu fini, elle a dit simplement, « Tu ne leur dois plus rien, Chris. Mais si tu veux aider, fais-le pour toi, pas pour eux. » Ces mots étaient comme une petite lumière m'aidant à voir plus clairement. Je ne voulais pas retomber dans l'ancien cycle de vivre pour plaire aux autres, mais je ne voulais pas non plus porter la culpabilité d'avoir abandonné mes parents. Je me suis assis dans ma petite chambre, écoutant les vagues s'écraser à l'extérieur de la fenêtre. J'ai pensé à Diana, à son sourire, aux après-midi que nous passions à jouer ensemble. J'ai pensé à la nouvelle vie que je construisais, à mes amis comme Miguel, aux petites joies que j'avais trouvées, et je me suis demandé, pouvais-je aider mes parents sans me perdre? Y avait-il un moyen de guérir sans sacrifier mon bonheur? Je n'avais pas encore les réponses, mais pour la première fois, j'ai senti que j'avais le droit de choisir. Non pas par devoir, mais parce que je le voulais. Et cela, bien que juste un petit pas, m'a fait me sentir plus léger que jamais. Les jours après mon retour de chez l'oncle Paul ont été remplis d'un mélange complexe de pitié et de colère. Les images de maman, frêle et malade, papa, âgé et travaillant la nuit, et l'allusion de l'oncle Paul que la famille a toujours besoin de toi continuaient de tourner dans mon esprit. Je voulais les aider, faire quelque chose pour que maman puisse s'offrir ses médicaments, pour que papa n'ait pas à conduire un camion dans la nuit froide. Mais chaque fois que je pensais rouvrir cette porte fermée, je me souvenais de la funeste réunion. Les mots de mes parents à la porte de la Syrie, comment ils m'avaient appelé un misérable ingrat. Je me demandais, pouvais-je les aider sans retomber dans ce cycle douloureux? Les nuits qui ont suivi ont été presque sans sommeil. Je me suis assis près de la fenêtre, écoutant les vagues s'écraser contre la côte lugubre, essayant de trouver une issue au milieu de ce chaos émotionnel. Parfois, je pensais appeler mes parents, offrir une petite somme, juste assez pour les médicaments de maman. Mais ensuite la peur s'est installée. Peur qu'ils le considèrent comme quelque chose que je devais faire, qu'ils ne l'apprécient pas, qu'ils ne s'excusent pas, et que je sois ramené dans la boucle sans fin du devoir et de la douleur. Je ne voulais pas retourner à l'ancien Chris, celui qui vivait uniquement pour plaire aux autres, qui avait sacrifié sa propre petite famille pour la plus grande. Finalement, j'ai rassemblé mon courage, j'ai pris le téléphone, et j'ai appelé papa. C'était la première fois que je le contactais depuis mon départ de Cleveland, depuis que j'avais coupé les ponts après la scène à la Syrie. Quand papa a répondu, sa voix était sèche, comme s'il était encore en colère. « Chris, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. « Papa, j'ai entendu parler par l'oncle Paul de comment les choses se passent pour toi et maman. Je veux savoir comment elle va et je veux parler. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis papa a dit, « Son ton toujours dur. Ta mère est malade, mais elle se débrouille. Et toi? Tu ne penses à nous que maintenant, après nous avoir abandonnés. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, mais je ne les ai pas laissés me déstabiliser. J'étais préparé à ça. « Papa, je ne vous ai pas abandonné, » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai arrêté l'école, j'ai travaillé 2 emplois, j'ai remboursé vos dettes, j'ai financé les études de Kevin. J'ai perdu ma propre famille parce que je vous ai mis, toi et maman, en premier. Mais je n'ai jamais eu de reconnaissance de votre part, même pas un merci. Au lieu de ça, vous êtes allé à la Syrie, vous m'avez traité d'ingrat devant tout le monde. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Papa était silencieux. J'ai entendu un soupir lourd par téléphone, mais il n'a rien dit. J'ai continué, je peux aider, papa, mais ce sera limité. Et j'ai besoin que toi et maman changiez. J'ai besoin que vous me respectiez, que vous reconnaissiez ce que j'ai fait. Sinon, je ne peux pas continuer. Mes mots sont restés en suspens. Mon cœur battait comme si j'avais couru 1 kilomètre. J'avais peur que papa ne crie à nouveau, il m'appelle ingrat. Mais il ne l'a pas fait. Il a seulement dit, sa voix plus basse. J'y réfléchirai. Puis il a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté assis, tenant toujours le téléphone, sentant comme si un poids lourd s'était soulevé de ma poitrine. Je ne savais pas ce que papa ferait, s'il y réfléchirait vraiment ou s'il l'avait dit juste pour mettre fin à l'appel. Mais je savais que j'avais fait la bonne chose. Pour la première fois, j'avais fixé mes limites, non pas en tant que fils remplissant un devoir, mais en tant que personne qui voulait du respect. Dans les jours qui ont suivi, j'ai attendu. Je ne m'attendais pas à un miracle.
Je ne m'attendais pas à ce que mes parents changent soudainement. Mais j'espérais, même un peu, qu'ils comprendraient. J'ai continué à travailler au port, à jouer au soccer avec Miguel et l'équipe amateur, et à passer du temps avec Diana. Chaque fois que je voyais son sourire, je sentais que j'avais eu raison de choisir de vivre pour moi-même, de fixer des limites, de me protéger. Mais je ne pouvais pas nier que je m'inquiétais toujours pour maman, que je pensais toujours à papa, et que j'espérais toujours qu'un jour ma famille pourrait guérir. Chaque nuit, je retournais dans ma petite chambre, écoutant les vagues et pensant à l'appel avec papa. Je me demandais s'il réfléchissait vraiment ou s'il avait juste dit ça pour me calmer. Je me demandais si maman, avec sa maladie, savait que j'avais appelé, savait que je me souciais encore. Et je me demandais si je pouvais trouver un moyen de les aider sans me perdre. Je n'avais pas de réponse immédiate, mais pour la première fois de ma vie, je me trouvais à la croisée des chemins. Et j'avais le droit de choisir mon chemin. Non pas par devoir, mais parce que je le voulais. J'étais maintenant le Chris qui ne supportait plus silencieusement, celui qui ne connaissait que le sacrifice. J'étais Chris, un père, un ami, un homme qui apprenait à s'aimer, et peut-être un jour, un fils que sa famille valoriserait. L'appel avec papa m'a laissé avec un mélange d'émotions, le soulagement d'avoir dit ce qu'il fallait dire, mais aussi un poids lourd dû à son silence. Je ne savais pas s'il réfléchirait vraiment ou s'il l'avait dit juste pour mettre fin à la conversation. Mais je savais que pour la première fois, j'avais fixé des limites, j'avais clairement exprimé ce que je voulais, et cela me donnait l'impression de vivre vraiment, pas seulement d'exister. Une semaine passa et je me suis réinstallé dans ma routine aérienne. J'ai travaillé au port à réparer des machines, à charger des marchandises, et à plaisanter avec Miguel pendant les pauses. J'ai joué au soccer le week-end, sentant la sueur couler sur mon front, et entendant les encouragements de mes coéquipiers. J'ai passé du temps avec Diana, jouant avec elle, l'écoutant parler des dessins qu'elle faisait à l'école maternelle. Ces moments, bien que petits, étaient les briques de ma nouvelle vie, une vie que j'avais choisie pour moi-même. Mais je ne pouvais nier que je pensais toujours à mes parents. Chaque fois que je voyais Diana, je me souvenais des années difficiles où je travaillais jusqu'à l'épuisement pour que mes parents s'en sortent, pour que Kevin aille à l'université. Je me souvenais des larmes de maman quand je lui ai dit que j'arrêtais l'école. Le regard honteux de papa quand il détournait le regard, incapable de subvenir aux besoins de la famille. Ces souvenirs, aussi douloureux soient-ils, faisaient partie de moi. Je voulais croire que mes parents m'aimaient encore à leur manière. Mais je savais aussi que cet amour n'était pas suffisant sans respect. Puis un matin, alors que je me préparais pour le travail, j'ai reçu une lettre. Pas un SMS, pas un appel, mais une lettre manuscrite envoyée par la poste avec l'écriture familière de maman. Je suis resté figé dans ma petite chambre, tenant l'enveloppe, mon cœur battant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Des excuses, un autre reproche, ou juste un autre appel à l'aide. Je me suis assis à la table, j'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai ouverte. Chris, mon fils, commençait la lettre, l'écriture tremblante comme si elle était écrite à travers l'émotion. Je sais que tu es en colère contre nous et je ne te blâme pas. J'ai entendu ce que tu as dit lors de l'appel avec ton père. J'ai beaucoup réfléchi et je réalise que j'avais tort. Je ne t'ai jamais dit à quel point je suis fier de toi, à quel point tu as sacrifié pour la famille. Je suis désolé, Chris. Je suis désolé de ne pas avoir vu que tu avais fait tout ça, de t'avoir laissé te sentir seul. J'ai continué à lire, les larmes coulant sur mes joues. Maman écrivait sur sa maladie, les pilules coûteuses, et comment papa travaillait la nuit pour joindre les deux bouts. Elle disait qu'il ne s'attendait pas à ce que je me sacrifie comme avant, qu'il voulait juste réparer les choses pour te retrouver, même juste pour parler. Je n'ai pas besoin de ton argent, Chris, a-t-elle écrit. J'ai juste besoin de toi. Je veux que notre famille soit comme elle était, mais je sais que cela prend du temps. Si tu veux bien, j'attendrai. J'ai plié la lettre et je me suis assis en silence pendant des heures. Les excuses de maman, bien que tardives, étaient ce que j'avais tant désiré. Mais cela m'a aussi laissé dans le conflit. Je voulais croire qu'elle le pensait vraiment, qu'elle et papa changeraient. Mais j'avais peur. Peur que si j'ouvrais mon cœur, je serais ramené dans l'ancien cycle du sacrifice sans reconnaissance. J'ai pensé aux paroles de Laura. Fais-le pour toi, pas pour eux. J'ai pensé à Diana, à son sourire, à la nouvelle vie que je construisais. Et je me suis demandé, pouvais-je réparer les choses avec mes parents sans me perdre?
Je me suis tenu sur la plage, regardant l'horizon où le soleil se couchait, peignant la mer d'un orange vif. J'ai pensé à mon parcours, d'un garçon qui a arrêté l'école pour soutenir sa famille, à un mari qui a échoué dans son mariage, à un père qui apprend à aimer sa fille, et maintenant à un homme qui cherche un sens à sa vie. J'ai pensé à mes parents, à Kevin, aux cicatrices et aux lueurs d'espoir. Je me demandais si je devais y retourner, si je devais donner une autre chance à ma famille, ou si je devais continuer à marcher sur mon propre chemin. Je n'avais pas de réponse claire, mais debout là, au milieu du bruit des vagues et de la lueur du coucher de soleil, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je savais que quel que soit le chemin que je choisirais, je le choisirais pour moi-même, pour Diana, et pour un avenir que je méritais. J'ai glissé la lettre dans ma poche, j'ai pris une profonde inspiration, et je me suis éloigné, laissant derrière moi des questions sans réponse. Ma vie, bien qu'imparfaite, était devant moi et pour la première fois, je me sentais prêt à l'affronter.